La véritable origine de Fos, c'est la fondation du monastère, qui a été suivie alors de l'organisation d'une petite bourgade à côté du monastère, avec des artisans qui aidaient les moines. C'est donc vers le 7e, 8e siècle que a commencé à se développer véritablement la ville de Fos. Au 9e siècle, elle a été cédée à l'évêque de Liège. Avec Nolget, cet évêché est devenu principauté, puisqu'il a eu des droits qu'on appelle régaliens, qui lui permettaient donc de lever des taxes et d'autres choses comme ça. Et Fos a été en principauté de Liège. Elle est même devenue, en importance, la 4e des 22 bonnes villes de la principauté de Liège. Il y a eu assez souvent des frictions entre les chanoines et les bourgeois, de sorte qu'il s'est créé une mentalité d'opposition anti-religieuse. Fos a souvent été un centre libéral anticlérical. Il y a donc moins de chapelles et de potales qui sont restées à Fos. Par contre, dans les villages des environs, où la population rurale était restée beaucoup plus pieuse, on en compte énormément. À Leroux, il y en a plus d'une trentaine, des chapelles, des potales, des calvaires ou des grottes. Et à Vitrival, il y en a une bonne vingtaine également. Donc tous ces villages ont gardé effectivement le témoignage d'une piété populaire beaucoup plus importante. C'est la statue du 500. Elle a été construite en 1900 parce que la grand-mère de mon mari ne parvenait pas à mener une grossesse à terme. Et elle a décidé de promettre de faire construire une chapelle si elle parvenait à avoir un enfant au bout de sa grossesse. Et en fait, elle en a eu 2. En dehors de la piété officielle des chapelles paroissiales, il y a effectivement un grand nombre de petites chapelles et de potales qui sont des propriétés privées, qui sont parfois insérées dans une façade ou un pignon, sont un peu différentes, même si elles ne contenaient qu'une chaise ou deux. Mais les potales sont aussi parfois une toute petite chapelle miniature sur un pilier de pierre. Et ces chapelles ont souvent servi de repère d'ailleurs pour les cartes militaires. La chapelle Sainte-Barbe a probablement été construite en l'honneur des ouvriers de la carrière qui invoquaient Sainte-Barbe pour leur protection, puisque la plupart des gens à la carrière se servaient de dynamite pour casser la roche. Cette chapelle sert aussi de borne sur les plans cadastraux du village, encore ouverts en 2018. L'entité actuelle est composée de 6 villages. Il y a Fos-Centre, bien sûr, la plus populeuse, et le centre administratif. Il y a alors les villages d'Ezemont, Leroux, Saint-Eustache, Sarre-Saint-Laurent et Vitrival qui ont été réunis pour former l'entité de Fos-la-Ville en 1977. Je vous invite à faire le tour des chapelles et des potales de notre entité. Et c'est parti! Voilà la chapelle Sainte-Brigitte. Sainte-Brigitte, d'abord, est une sainte irlandaise du 5e siècle. Elle est la deuxième patronne de l'Irlande après Saint-Patrick. Et son culte a été introduit ici par les moines irlandais, bien sûr, de Saint-Félix. Il y avait ici, probablement tout au départ, peut-être même un dolmen. Ça, c'est du temps des Celtes. En tout cas, les moines irlandais ont construit ici un oratoire, c'est-à-dire un lieu de prière, qui n'était pas un lieu où on célébrait les offices, mais où les moines de Fos venaient se retirer à tour de rôle pour prier dans la solitude. Cet oratoire a été remplacé par une chapelle au Xe siècle. On y a ajouté la tour au XIIe siècle et comme elle avait été un peu détruite par les Huguenots en 1558, elle a été reconstruite alors en 1659 par le chanoine fossois Gilles Tabolet, dont on voit les armoiries d'ailleurs là-bas, avec la date de 1659. Outre la restauration, il a ajouté 2 porches du côté nord et du côté sud, avec à l'étage 2 chambrettes qui ont servi pour des ermites de 1659 jusqu'à la Révolution française. Ce qui est caractéristique de cette chapelle, c'est que depuis le XIIIe siècle, elle est l'objet d'un pèlerinage qu'on appelle pèlerinage aux baguettes. Sainte-Brigitte est invoquée donc le 1er février, date correspondant à sa mort, et le premier dimanche de mai, le 1er février étant 2 anciennes fêtes celtiques, parce que ces moines irlandais étaient de culture profondément celtique. Et donc, 1er dimanche de mai, on organise ici le pèlerinage aux baguettes.
les enfants de chœur ou d'autres enfants vont dans les bois cueillir des baguettes de coudrier d'environ 1 mètre et ils les pèlent convenablement et ils les vendent alors le jour venu aux pèlerins. Les pèlerins s'assemblent alors dans la chapelle, même parfois à l'extérieur quand il y en avait beaucoup, et à la fin de l'office, le prêtre bénit les baguettes. Après cela, tous les pèlerins viennent vénérer la relique de Sainte Brigitte, qui est dans un petit reliquaire portatif avec une poignée, et ils font ensuite le tour du chœur de la chapelle en frottant leurs baguettes à la statue de Sainte Brigitte qui est exposée dans le creux de la fenêtre du chevet. C'est un pèlerinage donc qui date depuis 1300 ans et qui valait la peine, je crois, d'être rappelé. Il était tombé en désuétude, mais la confrérie Saint-Fulien l'a relancé et au lieu de douzaines de personnes qu'il y avait à l'époque, il y en a maintenant une centaine qui viennent assister à la messe de Sainte-Brigitte et qui font donc ce pèlerinage. La confrérie, elle, alors fait aussi le tour extérieur en frottant leurs baguettes à une pierre tout à fait spéciale que nous allons aller voir maintenant. Ici, en dessous de la fenêtre, vous voyez une petite pierre rectangulaire avec une croix inscrite dans un cercle qui n'occupe d'ailleurs pas l'entièreté de la pierre. C'est une pierre tout à fait caractéristique. On trouve exactement les mêmes à plusieurs reprises en Irlande. Et elle date effectivement de l'époque de Saint-Fulien, 7e ou 8e siècle. Cette croix inscrite dans un cercle avait un symbole tout à fait particulier puisqu'elle était très utilisée en Irlande. Ici à Foss, effectivement, c'est à cet endroit-ci, selon la légende et peut-être même certains écrits, c'est ici que Saint-Fulien aurait planté la première croix pour implanter le christianisme sur le territoire qui lui avait été donné par Sainte Gertrude de Nivelles. Une chapelle avait probablement remplacé cette croix avant le XVIIe siècle. Et en 1635 a éclaté ici à Foss aussi une épidémie de peste qui a fait jusqu'à 104 morts de la peste en 3 ans. Alors les gens de Foss et les gens du quartier particulièrement se sont cotisés pour construire une grande chapelle en l'honneur de Saint-Roch. C'est donc à partir de 1635 qu'on a construit cette belle chapelle en moellon calcaire avec une belle porte d'entrée avec un linteau droit. Au-dessus se trouve un oculus, c'est-à-dire une petite fenêtre ronde qui était ouverte autrefois et qui est maintenant fermée par des briques. Il y a un petit clocheton qui contient une cloche qui a été placée en 1934, si mes souvenirs sont bons. Et elle a été offerte d'ailleurs aussi par les gens du quartier. Ce qui est remarquable, c'est que comme elle est sur le chemin du parcours de Saint-Fulien, les marcheurs passent ici, puisque la route principale n'existait pas avant 1840. Le vieux chemin qui allait vers Saint-Saint-Laurent était le chemin que les marcheurs empruntent encore maintenant. Et bien sûr, en passant devant la chapelle, ils lui rendent les honneurs, comme il se doit, en tirant une salve ou parfois simplement chacun un coup de feu à tour de rôle. La chapelle Saint-Laurent que voici est la plus ancienne probablement des chapelles de Foss. Elle date en effet de 1121. Lors de la construction de l'abbaye de Floreffe, il y a une bonne partie des ouvriers qui y travaillaient étaient des bûcherons provenant de ce petit village de Sars-Saint-Laurent. Et ils ont constitué une petite communauté qui a nécessité à peu près immédiatement la construction d'une chapelle. Cette chapelle était déjà relativement importante et en plus elle est devenue l'église paroissiale. Elle a existé ainsi pendant plusieurs siècles et c'est seulement au milieu du 19e siècle qu'on a décidé de construire une église plus grande à la route de Bois de Villers et on a donc abandonné l'église d'ici et on n'en a gardé que le chœur, heureusement, qui nous reste donc ce beau vestige, ce beau bâtiment du XIIe siècle. Elle est maintenant au centre du cimetière puisque en tant qu'église, c'est autour de l'église autrefois qu'on enterrait les morts. C'était la coutume, bien sûr. Pourquoi s'appelle-t-elle chapelle Saint-Laurent? C'est que Saint-Laurent était invoqué pour les maladies de la peau, et il y a ici, un peu plus loin, une fontaine dont l'eau était réputée soigner certaines maladies de la peau, notamment, on venait de loin d'ailleurs pour chercher de l'eau pour soigner les malades. Autrefois, le village était coupé en deux. Il y avait, jusqu'au niveau de la place actuelle de Saint-Saint-Laurent, cette partie-là s'appelait Sars-Saint-Lambert, parce que, pour rappeler qu'elle dépendait de la principauté de Liège, dont le patron était Saint-Lambert, et d'autre part, Sars-Saint-Laurent, qui lui dépendait de la commune et de la paroisse de Floreffe, et c'est donc pour ça qu'il s'appelait Saint-Laurent. Foss-la-Ville, dont on a ici un beau panorama, comporte différentes chapelles.
Il y a d'abord les grandes chapelles, celles dans lesquelles on peut célébrer des offices, la messe, donc des enterrements, des mariages, etc. Et d'autre part, les petites chapelles qui sont des dons de la piété populaire. Parce que, effectivement, autrefois, les gens étaient très pieux. Ils aimaient bien de remercier le ciel ou un saint particulier pour une faveur obtenue, ou bien pour obtenir la guérison d'un malade, ou de différents objets de ce genre-là. Ainsi donc, les chapelles ont été construites, parfois très nombreuses. Beaucoup étaient dédiées à Notre-Dame de Lourdes après les apparitions de 1858, parfois un peu à Notre-Dame de Beaurain, mais surtout c'était des piétés dédiées à des saints. Et bien voici à Vitrival la chapelle à Notre-Dame de Lourdes, qu'on appelle habituellement chapelle Bastin, qui était un enfant qui est mort à l'âge de 9 ans. Et elle s'appelle aussi chapelle Bastin parce que toute cette famille Bastin, Fernand, Hubert et ses frères et sœurs, étaient de grands dévots de Lourdes. Ils sont allés pendant plus de 10 ans dans les pèlerinages de malades à Lourdes. Cette chapelle est aussi remarquable parce qu'à l'intérieur, il y a non seulement un autel avec les statues de Notre-Dame de Lourdes, mais aussi un bénitier et une boîte à offrandes. Ce qui est assez typique aussi, c'est cette grille qui ferme un petit peu ce qui était autrefois l'autel avec les statues de Notre-Dame de Lourdes et maintenant aussi, comme je vois, les statues de Notre-Dame de Beaurain. En fonction de la piété populaire, la garniture a un peu évolué. Ici, nous avons un exemple assez particulier qui est un peu, si je puis dire, entre la potale et la chapelle. Elle contient une petite niche avec une statue de la Vierge et elle est surmontée d'une croix en pierre, ce qui est tout à fait particulier. C'est un type de construction assez rare. C'est une des nombreuses chapelles de Saint-Eustache. Toujours à Saint-Eustache, on a ici une potale tout à fait particulière également, différente donc du type de potale traditionnelle, parce qu'elle est en pierre, elle est ronde effectivement, mais elle contient une niche avec une statue de Saint-Hubert, le patron des chasseurs. D'après le style de construction, ça doit être certainement très ancien, à mon avis, minimum du XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est donc une construction intermédiaire également entre la chapelle et la potale, mais d'un type tout à fait particulier. Ici à Aisemont, à l'emplacement de l'ancien cimetière, on a reconstruit une grotte représentant la grotte de Massabielle de Lourdes. En 1943, le curé Marlier a ameuté un petit peu la population pour demander la protection de tous les habitants d'Aisemont qui étaient prisonniers en Allemagne. À ce moment-là, il a lancé une série de collectes dans la population pour récolter des fonds. Les deux carrières, Bougès et Moreau, ont promis de fournir des pierres. Les cultivateurs ont promis d'assurer le transport et des maçons de l'endroit, avec quelques volontaires, ont effectivement construit cette grotte remarquable de Notre-Dame de Lourdes avec les deux statues que l'on voit, la Vierge et Bernadette au pied. À l'intérieur, on a construit un autel qui sert effectivement pour pouvoir célébrer la messe au moins une fois par an. On a posé la première pierre de cette remarquable construction en 1944. Elle a été inaugurée alors en 1946. Je le rappelle, construite uniquement par des maçons et les gens d'Aisemont avec des fonds provenant d'Aisemont. Fosse a donc une histoire très riche, mais elle a aussi un patrimoine qu'elle a pu garder, un patrimoine extrêmement important. La collégiale, évidemment, en est le fleuron, mais toutes ces petites chapelles et ces potales sont elles-mêmes une autre partie de notre patrimoine qui remonte à plusieurs siècles bien souvent, mais puisqu'elles ont été gardées par les familles, il est important qu'elles continuent à constituer notre richesse patrimoniale et donc il est important de les défendre et de les protéger. Il serait peut-être important d'organiser un circuit spécifique de nos chapelles et de nos potales pour les mettre en valeur, justement, en préserver le souvenir et inciter la population à les maintenir en bon état.